Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, toujours en direct depuis les studios de TV5 Monde. Pour cette première émission de la journée, partons tout de suite en direction de celle qu'on appelle port parfumé. Bienvenue à Hong Kong. Située au sud-est de la Chine, Hong Kong est une région administrative spéciale sous souveraineté chinoise depuis sa rétrocession par les Britanniques il y a plus de 20 ans. Véritable ville-monde et important centre financier, Hong Kong attire les investissements étrangers par sa position stratégique et son économie considérée comme la plus libérale au monde. À mes côtés, Gilles Alexandre Salenzi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Mazars. 2 mots pour présenter Mazars, s'il vous plaît. Mazars, nous sommes un cabinet international d'audit et de conseil. Nous sommes présents à Hong Kong depuis bientôt 30 ans, où nous accompagnons entre autres les entreprises internationales à s'implanter sur Hong Kong et la région par extension. D'accord. Bruno Bouygues, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes PDG de GIS. Qu'est-ce que GIS et où êtes-vous implanté ? Alors GIS est une entreprise de taille intermédiaire française, active dans la fabrication de machines-outils. Nous avons 2 bases industrielles, une en France en Mayenne et une autre en Chine à Shanghai. D'accord. Et vous avez été accompagné dans votre développement à Shanghai par Olivier Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur centre d'affaires de la Banque Populaire Grand Ouest. C'est ça. C'est bien ça ? C'est bien ça. Et à ce titre, on intervient en fait pour accompagner les PME et les ETI à l'international, dont GIS. D'accord. Christophe Laurent. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Vous êtes conseiller du commerce extérieur et président de Asia Elon Corp. Qu'est-ce que c'est ? C'est une petite structure qui trouve des partenaires en Chine pour le compte de groupes français qui veulent exporter vers la Chine, mais qui ne veulent pas créer leur propre filiale, qui veulent directement travailler avec un groupe local. Donc on est comme un matchmaker en fait entre ces groupes français et ces groupes chinois. D'accord. Une première question pour lancer l'émission. Quel est le climat des affaires en ce moment à Hong Kong et en Chine ? C'est un peu vaste. Le climat est bon, il est meilleur qu'à l'époque où il y a eu des petites manifestations à Hong Kong, donc les choses ont repris leur cours normal. On parle d'une petite baisse de la Chine en termes de croissance économique, mais Hong Kong n'est pas à ce point sensible, donc le climat est reparti d'une manière assez saine et l'immobilier est toujours très cher, malheureusement pour beaucoup. D'accord, merci. On écoute tout de suite Vivian Mériguet, qui a monté une entreprise de marketing digital sur place et qui nous parle des particularités et de l'attractivité économique à Hong Kong. Il faut bien avoir conscience que Hong Kong, ce n'est pas la Chine. Tout est différent ici du continent. La réglementation est différente, c'est le common law qui s'applique. Le droit commercial, le droit civil diffère, la devise indexée sur le dollar, tout est différent. Alors c'est justement la force de Hong Kong, c'est une excellente porte d'entrée sur la Chine, parce qu'on peut bénéficier ici d'un régime particulier, notamment au niveau fiscal, tout en pouvant tester et faire du business en Chine. Autre intérêt de Hong Kong, c'est aussi un excellent point de rayonnement sur toute la zone Asie. De nombreuses boîtes s'installent ici, installent leurs services juridiques, marketing, pour rayonner sur tout la PAC. Et sans oublier qu'en fonction de son business, bien sûr, Hong Kong en tant que tel, même si c'est un petit marché, ça peut être un formidable marché en fonction évidemment du produit ou des services qu'on a à vendre. Alors, Vivian parlait du fait qu'Hong Kong est une porte d'entrée vers la Chine et l'Asie. Olivier, quel est le rôle d'un banquier dans le développement à l'international, dans l'aide au développement à l'international pour une entreprise ? Alors plusieurs choses en fait, donc pas spécifiquement sur Hong Kong ou la Chine, mais de manière générale en fait quand les entreprises veulent exporter et importer, parfois elles font les deux, elles importent et elles s'exportent. Donc nous on a un rôle de conseil en fait pour les aider à sécuriser leur développement. Donc ça va être par exemple lorsqu'elles travaillent en devise, autre que l'euro, de mettre en place des couvertures de change. Donc nous, on peut les accompagner là-dessus. Lorsqu'elles ont des marchés à l'étranger, souvent elles sont sollicitées pour des garanties internationales. Donc là, nous, on va émettre des cautions de soumission, des cautions de bonne fin, de restitution d'acompte. Donc là, on va les accompagner là-dessus aussi. Parfois, elles ont des besoins de financement. Donc là, on va mettre en place des concours court terme, avec parfois une garantie de BPI, qui peut aller jusqu'à 80%. Donc on peut les aider ainsi. Et puis, il y a aussi le sujet, en fait, de la transaction financière, du flux financier qu'il faut sécuriser. Donc là, en fait, on fait appel à un moyen de paiement international qui est le crédit documentaire.
Donc on le met en place aussi pour sécuriser en fait le paiement en fait dans un sens ou dans un autre, export ou import. Donc voilà essentiellement l'intervention qu'on va pouvoir faire pour eux. Et quelles sont les forces de la Banque Populaire Grand Ouest dans ce genre d'accompagnement? On est une banque régionale, donc on est en proximité avec nos clients, PME, ETI. Donc on a des services d'expertise en interne. Donc on va avoir une salle de marché, par exemple, pour les couvertures de change, qui va être en relation quotidienne avec nos clients. On a aussi des crédociens, des crédociennes qui vont gérer tous les crédocs. Donc ça, c'est en interne. Et puis on a aussi des filiales en fait en direct, par exemple pour une société qui veut exporter. Parfois on a la nécessité de faire croître ses fonds propres, donc on peut avoir des filiales type Ouest Croissance pour nous, qui peut les accompagner soit en action, soit en obligation, pour conforter en fait leur financement. Ok, merci pour ces précisions. Bruno, vous avez choisi de vous implanter à Shanghai. Dans quel cas, selon vous, préférez une implantation à Shanghai plutôt qu'à Hong Kong? Alors, GIS est une entreprise industrielle, donc on fabrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des machines-outils. S'implanter sur le territoire chinois faisait sens pour nous parce qu'il y a une base industrielle très forte sur le territoire chinois. On a parlé tout à l'heure de l'immobilier qui était très cher à Hong Kong, donc c'est un peu prohibitif pour installer une usine. Tout à fait. Donc je pense que, en fonction de la densité de services ou de la densité de produits qu'on fabrique, il faut réfléchir entre Hong Kong et la Chine continentale. Dans la Chine continentale, on a choisi Shanghai, mais on avait le choix aussi de s'installer dans la région entre Canton et Shenzhen. Et finalement, on a trouvé que Shanghai, mais on parle d'il y a presque 20 ans, était à l'époque plus international, il y avait plus de vols réguliers pour l'Europe et ça faisait plus de sens pour nous. D'accord. Et vous êtes d'accord avec le fait que c'est une porte d'entrée pour aborder le marché asiatique, de s'implanter en Chine continentale? Ah oui, d'abord le marché chinois est colossal en termes de taille, mais on assiste aujourd'hui à un très fort rayonnement de la Chine à l'international et les salons internationaux se sont réinstallés en Chine, aussi bien à Shanghai que dans la région entre Canton et Shenzhen. Et puis, c'est sûr qu'à Shanghai, là où on est basé, il y a une communauté d'expatriés qui parlent aujourd'hui toutes les langues du monde et qui sont capables d'importer ou d'exporter des biens et des services de tous les pays du monde. Donc c'est vraiment une plateforme magnifique. Ok. Christophe, vous connaissez bien la Chine. On parle d'une compétition entre Pékin, Shanghai et Hong Kong. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas tout à fait. Je parlerais plutôt d'une spécialisation. Je trouve que depuis 20 ans, les choses ont pas mal évolué. Hong Kong a un vrai talent en finance que personne ne peut faire mieux dans la région, lié aussi à son marché libéral. La Chine est beaucoup plus réglementée, donc il n'est pas facile de faire les mêmes opérations financières qu'à Hong Kong. Shanghai est devenu un petit peu la capitale des biens de consommation. Tous les grands distributeurs, toutes les grandes marques de mode, leurs sièges se sont implantés à Shanghai, tant pour les marques locales que les marques mondiales. Les groupes comme L'Oréal, Nestlé, etc. sont tous basés majoritairement à Shanghai pour la Chine. C'est un centre pratique sur un plan géographique. On est au centre de la Chine, entre le nord et le sud. Mais c'est aussi une culture, on va dire, de produits de consommation. Pékin, c'est très politique, c'est très industriel. Et les grands groupes, l'État a souhaité conserver des grands groupes industriels étatiques qui sont donc aussi basés à Pékin, qui vont pas mal influencer la Chine sur un plan industriel. Et donc, il est mieux d'être basé à Pékin pour obtenir des contrats avec ces groupes-là. Donc voilà, donc, on peut dire plus industriel Pékin, plus biens de consommation Shanghai, plus finance Hong Kong. D'accord, donc chaque zone a vraiment sa spécificité. Tout à fait. Au niveau de la main-d'œuvre en Chine, Bruno, est-ce qu'elle est difficile à trouver? Est-ce qu'il y a un gros turnover? Oui, alors il y a un contrat de travail unique en Chine qui ressemblerait un petit peu à un CDD renouvelable selon le système français. Il y a une particularité sur le marché du travail chinois qui est le nouvel an chinois, dans lequel une grande partie des collaborateurs retournent souvent dans leur région d'origine. Et à ce moment, il y a un grand turnover. Donc une partie des collaborateurs ne reviennent pas. Alors tout va dépendre un peu des segments de population dans vos affaires, mais dans la partie production, il n'est pas anormal d'avoir une rotation chaque année des effectifs de 20 à 25%. D'accord. Ce qui donne un atout pour l'Europe, puisqu'on est capable de garder nos collaborateurs sur des durées beaucoup plus longues, alors qu'en Chine, il faut être capable de gérer cette rotation des effectifs, donc cette perte de compétences.
Comment vous faites du coup? Vous essayez d'investir votre main-d'œuvre, enfin vos employés, dans des projets à très long terme pour éviter ce Alors choc? oui, je pense que c'est un atout lorsqu'on a la chance d'avoir une double culture européenne et chinoise lorsqu'on est basé en Chine, parce qu'on arrive avec un projet très européen, c'est-à-dire à très long terme, dans lequel on essaye d'emmener ses collaborateurs sous une vision, et en même temps, eh bien, on a ce droit du travail, cette tradition locale dans laquelle eh bien, chaque année, au Nouvel An chinois, il y a un peu la loterie de qu'est-ce qu'on va faire l'année suivante. Donc il y a un équilibre entre cette tradition locale de rotation rapide et la capacité d'un management à entraîner ses équipes sur le long terme. Donc on essaye d'avoir des règles, que ce soit aussi bien des salaires que du travail, que de l'encadrement, qui soient motivantes. Ok. Au niveau de l'embauche, Gilles Alexandre, est-ce que c'est le cas aussi à Hong Kong, ce turnover? C'est effectivement le cas. Hong Kong est relativement similaire à la Chine en ce sens où le marché du travail est très fluide. Et donc il faut intéresser le personnel à la fois en termes de salaire, en termes de travail, donc la rémunération et l'intérêt de leur travail. Puisque même en termes de salaire, dès que les personnes prennent de l'expérience et de la compétence, ils prennent beaucoup de valeur sur le marché du travail hongkongais. Donc effectivement, la rétention du personnel est une préoccupation majeure des sociétés à Hong Kong. D'accord. Bruno et Nicolas, vous ne restez pas pour la suite de l'émission, mais merci beaucoup pour votre intervention. On va marquer maintenant une courte pause et on revient juste après pour accueillir de nouveaux intervenants du coup et parler des secteurs porteurs à Hong Kong. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Hong Kong. Deux intervenants nous auront joints. Laura Dagono-Londry, bonjour. Bonjour Laura. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes fondatrice de Le Petit Croissant. Qu'est-ce donc? Alors, Le Petit Croissant, c'est une entreprise de livraison de petits déjeuners français, majoritairement en entreprise, mais finalement 7 jours sur 7, donc aussi dans les familles le week-end. D'accord, et vous êtes implanté à Hong Kong. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai créé l'entreprise. D'accord. Vincent Demeyer, bonjour, bienvenue. Vous êtes député CEO de April International. Qu'est-ce que c'est? Alors April est un groupe d'origine française qui a été créé il y a 30 ans avec l'ambition de changer l'image de l'assurance. Et nous sommes aujourd'hui cotés en bourse, 4000 salariés dans le monde, présents dans 30 pays. Nous avons entre autres la spécialité de la santé à l'international, la protection sociale pour les expatriés. Et nous avons établi des activités sur toute l'Asie du Sud-Est et sur Hong Kong en particulier, il y a maintenant 3 ans, par le biais de l'acquisition d'une société qui était déjà présente. D'accord. On va entamer un sujet sur les secteurs porteurs et vraiment les atouts économiques de Hong Kong. Christophe, quels sont les secteurs porteurs sur place? Donc, on avait parlé de la finance, qui est le plus connu et peut-être le plus de valeur ajoutée pour Hong Kong. Le luxe est très important, puisque beaucoup de Chinois de Chine achètent le luxe durant leur venue à Hong Kong, qui est un peu moins cher que les tarifs pratiqués en Chine. Et un autre aspect, c'est tout ce qui est avocat, banque d'affaires,
juridiques, comptables, car il y a des millions de sociétés qui sont inscrites à Hong Kong et qui en fait opèrent en Chine, qui profitent de la loi hongkongaise, de la loi anglaise. Donc il y a un pourcentage étonnant par rapport à un pays normal de sociétés dans ce secteur juridique, comptable, qui permet de gérer toutes ces plateformes asiatiques basées à Hong Kong. D'accord. Gilles Alexandre, qu'en est-il des marchés de niche ? Alors effectivement, lorsqu'on a un produit ou un service unique, on suscite un intérêt vis-à-vis d'une clientèle, notamment en Chine, qui reste un marché très important en termes de population. Donc effectivement, passer par Hong Kong avec ce genre de produit, comme Laura a pu en faire l'expérience, permet de proposer des solutions et de trouver une clientèle relativement importante à partir de Hong Kong. Hong Kong est aussi, à ce titre, un bon moyen de tester le marché chinois. Un marché test. Parce que si on plaît avec ses produits ou ses services, on plaît au marché hongkongais, le marché chinois va probablement suivre. Laura, sur peut-être la French Touch aussi, est-ce qu'elle est vraiment appréciée à Hong Kong ? Et est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors moi je peux personnellement dire que j'ai bénéficié de la French Touch à Hong Kong puisque le nom de mon entreprise c'est Le Petit Croissant, qui est donc quelque chose qui résonne finalement assez bien même auprès des locaux. Ce sont des mots qui sont assez connus. Et puis j'ai pu bénéficier du fait que Hong Kong a énormément de Français. On doit être un peu plus de 35 000 Français, il me semble. Donc forcément, il y a une culture française qui s'est développée et qui est friande de petits croissants. D'accord. Vincent, pourquoi la majorité de vos clients ont-ils choisi Hong Kong ? Hong Kong, je crois que vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est un sas effectivement vers la Chine. C'est un pays dans lequel il y a un certain nombre de facilités pour travailler, la convertibilité de la devise, le common law qui a été évoqué aussi tout à l'heure, la compréhension en anglais de toute cette loi. Et puis c'est un marché qui reste hyper dynamique. La croissance hongkongaise, elle est constante. Alors ça dépend des secteurs. Si je prends celui de la médecine, l'inflation médicale est de l'ordre de 15% à Hong Kong, alors qu'elle est en moyenne de 8% dans le monde. Donc ça reste vraiment à la fois un marché attractif dans rien que Hong Kong, et puis surtout cet effet sas sur toute la Chine. Est-ce qu'il y a d'autres atouts économiques de Hong Kong, selon vous, Gilles Alexandre ? Alors Hong Kong, oui, en effet, plusieurs fois il a été évoqué le droit hongkongais, qui est avec un système juridique très fiable, des infrastructures financières très, très forte, une infrastructure logistique avec un port qui est le 5e mondial, l'aéroport qui est le 1er mondial en termes de transport de fret. Donc Hong Kong reste un endroit stratégique en termes d'implémentation régionale pour faire transiter notamment les biens. Shenzhen est juste à côté aussi, c'est vraiment un atout pour Hong Kong ? Tout à fait, on a beaucoup parlé il y a 6 mois de l'ouverture de ce pont incroyable qui relie Chine, Hong Kong, Shenzhen, Macao, Zhuhai. Donc il y a une intégration étonnante de la région d'une part, et c'est vrai que Shenzhen est devenu depuis une quinzaine d'années vraiment le premier pôle mondial sur un plan électronique, tant pour le hardware que pour le software. Donc toutes les entreprises chinoises dans ce domaine sont présentes à Shenzhen, mais aussi les groupes internationaux qui ont aussi choisi Shenzhen pour s'y implanter. Parce qu'on parle de couloir industriel où vous trouvez en fait l'ensemble de vos composants, l'ensemble des ingénieurs pour innover. Vous trouvez un marché local sur la Chine, vous trouvez un marché export grâce à la porte de Hong Kong et à la logistique qu'on a évoquée à l'instant. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de... Tous les facteurs sont réunis et cela donne une puissance énorme. Et les places concurrentes sur Terre vont être divisées dans leurs fonctions. Donc cette intégration a apporté un dynamisme unique. D'accord. Ça a l'air assez facile de s'implanter sur place, vous êtes d'accord, Laura ? Ça a été simple de monter une entreprise à Hong Kong pour vous ? Alors je ne dirais pas simple, mais il faut s'en donner les moyens. C'est vrai que créer une entreprise, c'est pas forcément évident parce qu'il faut avoir un certain profil, il faut réussir à justifier pourquoi nous, pourquoi pas... quelqu'un d'autre. Enfin, il faut vraiment justifier et réussir à monter un dossier assez solide afin d'obtenir un visa,
La même chose pour le compte en banque. Enfin, c'est vraiment pas évident, mais en allant chercher les bonnes informations, je pense par exemple à Hong Kong Invest, qui est un service local qui donne des conseils gratuitement aux personnes qui veulent se lancer comme moi, qui m'a été d'une aide précieuse. D'accord. On peut peut-être signaler que Hong Kong Invest a des bureaux à Paris et que pour des Français qui s'intéressent à s'implanter à Hong Kong, ils peuvent déjà à Paris recueillir pas mal d'informations. D'accord. Christophe, vous restez pas pour la suite de l'émission non plus, mais merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. On marque une courte pause et on revient juste après pour un sujet sur les formalités administratives à l'arrivée. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Hong Kong. Laura, vous avez évoqué tout à l'heure un petit peu les formalités à l'arrivée en mentionnant le visa et le compte en banque. Comment ça se passe ? Alors pour une arrivée à Hong Kong, en fait pour un Français jeune, c'est assez simple parce qu'il existe le Working Holiday Visa qui nous permet de rester 1 an et donc c'est vraiment pratique. Ensuite, il faut réussir à se faire sponsoriser par une entreprise. Donc pour moi, ça a été le cas et ensuite j'ai créé mon entreprise. Donc là, c'est le moment où ça devient un peu plus délicat et il faut réussir à obtenir son visa pour soi-même. C'est pas évident, mais encore une fois, c'est faisable. Il y a aussi des services, des entreprises qui proposent ce service-là pour vous. Moi, j'ai décidé de le faire par moi-même, par curiosité, par entrepreneuriat, on va dire, et ça a marché. D'accord, ok. Donc, si on se renseigne bien, si on fait les choses comme il faut, on y arrive. Voilà, il faut se donner les moyens. Ok. Vincent, vous êtes d'accord avec ça ? C'est les retours des clients que vous accompagnez sur place ? Oui, tout à fait. Et puis, un point que nous n'avons pas souligné, mais qui est très important, je pense notamment pour les entrepreneurs, c'est que Hong Kong, l'Asie d'ailleurs en général, est quand même une zone dans laquelle on se sent vraiment en sécurité. On l'est pour de vrai, j'allais dire que ce soit à titre personnel ou en tant que businessman. Ce sont des pays, certes, un peu répressifs dans leur culture politique, mais qui du coup développent tout un sentiment de sécurité générale qui est très appréciable pour entreprendre, parce que quand vous entreprenez dans certaines autres régions du monde, quand vous rajoutez ces risques sécuritaires, ils peuvent être des vrais freins sur votre réussite et sur la pérennité de votre projet. Gilles Alexandre, à propos de l'ouverture d'un compte professionnel, je crois que c'est un petit peu plus compliqué maintenant qu'il y a quelque temps. C'est en effet plus compliqué puisque Hong Kong s'est aligné sur les normes internationales en termes de transparence financière. Et donc, ça reste un peu plus compliqué et un petit peu plus long puisqu'il faut respecter des règles de conformité internationale. Mais dès lors qu'on n'a pas d'opération ou de lien avec les États-Unis qui est un petit peu plus compliqué en termes de justification bancaire, il est tout à fait possible d'ouvrir son compte en banque en prenant le temps de le faire, de documenter. Il faut effectivement convaincre le banquier qu'il a un intérêt à travailler avec vous, puisque le coût de la conformité est assez important et que c'est une relation de service. Donc les banques n'ont pas d'obligation d'accompagner leurs clients. Il faut les convaincre que une relation avec vous sera bénéficiaire. Ouais.
Mutuellement profitable. C'est un autre point particulier d'ailleurs de Hong Kong. On dit souvent que c'est une ville de contraste. Et donc dans notre mental occidental, on va quelque part vers la Chine, mais en réalité on est dans une des capitales les plus libérales du monde. Et donc cette relation client-fournisseur, où on croit en tant que citoyen français que c'est très facile d'ouvrir un compte bancaire, on se confronte à une industrie en face qui dit oui, mais quel intérêt je vais y avoir? Et donc il faut se vendre aussi pour pouvoir ouvrir son compte en banque. C'est un service, comme vous dites, oui. Et apporter un certain capital aussi. Aussi, voilà. D'accord. Arriver avec quand même une certaine trésorerie. Et une preuve qu'on va investir localement, embaucher localement et qu'on va réussir. Oui. D'accord, faire ses preuves. On va maintenant s'intéresser au système de soins sur place et on écoute à ce sujet Amélie Dion-Charret. À Hong Kong, le système de santé est à 2 vitesses. Les secteurs privés et publics travaillent de façon complètement séparée. D'une part, vous avez un secteur public qui est financé par l'État et qui est quasiment gratuit pour les patients. Ce secteur absorbe entre 80 et 90% de toutes les hospitalisations annuelles. Et d'autre part, vous avez un secteur privé qui, lui, est très cher et qui absorbe 70% environ de toutes les consultations médicales en cabinet. Vincent, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces systèmes de soins privés et publics ? Bien sûr. Alors, c'était très bien explicite dans ce reportage. En fait, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les soins publics sont de très bonne qualité à Hong Kong. Et que effectivement, pour tout ce qui est hospitalisation, notamment programmée ou d'urgence, globalement, le réseau public fonctionne très bien. Pour autant, il y a une saturation de ce réseau public. Et donc, ça a donné lieu à des opportunités pour des investisseurs sur des réseaux de soins privés qui sont maintenant très importants sur place. Et un des enjeux quand on va vivre là-bas, c'est l'hétérogénéité des réseaux de soins auxquels on va être confronté, que ce soit au niveau des généralistes ou des spécialistes, des médecins qu'on appelle en outpatient, les consultations externes, mais également que ce soit dans les cliniques. Et donc, il y a tout un enjeu à savoir où se diriger. On peut assez facilement imaginer que si on vient d'arriver dans cette ville et qu'on a un besoin de consultation, je sais pas, pour un pédiatre, par exemple, alors qu'on a des enfants, c'est un petit peu complexe de se dire, mais finalement, je vais où? Est-ce que la langue va être facile? Est-ce que les pratiques locales vont être faciles? Donc, nous, ce que nous conseillons sur ces éléments-là, d'abord, c'est de se renseigner avant. C'est toujours plus facile de se protéger et de faire le point sur notre situation avant de partir, de réfléchir à est-ce que je prends une solution avec la Caisse des Français à l'étranger et un complément? Est-ce que je prends une solution au premier euro? Est-ce que je prends une solution locale? Petite parenthèse, nous sommes présents et en France et à Hong Kong, avec à chaque fois des solutions différentes et qui vont vraiment pouvoir s'adapter à tout profil de client. L'autre point, c'est qu'un de nos enjeux, c'est de faciliter l'accès au bon réseau de soins. Donc notre promesse client, c'est de dire, nous vous proposerons des réseaux de soins sur lesquels nous avons des historiques, des retours clients, et donc pour lesquels vous êtes, entre guillemets, en sécurité. Bien entendu, le client reste libre de son choix du réseau médical. Mais franchement, si on devait résumer tout ça, oui, le réseau public est de très bonne qualité, donc pas d'inquiétude, pas d'anxiété particulière. Et oui, on peut se retrouver très vite avec des coûts de soins très très élevés. Une consultation peut revenir très très cher dans ces pays. Et donc il vaut mieux se protéger avant de partir là-bas. D'accord. Dans les formalités à effectuer, dans les démarches en termes pratiques avant de partir, qu'est-ce que vous conseillez ? Alors sur la santé en tant que telle, je dirais, plus qu'une formalité, c'est ce fameux bilan avant de partir. D'accord. Parce que pour des questions de compliance, ça peut être plus compliqué à arriver sur place, de dire finalement, je voudrais reprendre une solution d'origine française. Pour des questions, encore une fois, de compliance, donc de droit de distribution. Avant de partir, vous avez tous les choix devant vous. C'est-à-dire, vous pouvez solliciter un acteur français, voire même étranger, pour vous assurer sur cette zone. Une fois que vous êtes sur place, vous avez également accès à toutes les offres locales. Le mieux étant de prendre des spécialistes qui peuvent vous renseigner sur l'étendue globale, sans rentrer dans des détails techniques soporifiques, et surtout bien comprendre votre situation. Vous partez seul, vous êtes en bonne santé, vous partez en famille, vous avez un enfant avec une maladie chronique. Tous ces éléments-là qui vont être clés dans la façon de se protéger sur l'assurance santé. Ok. Laura, est-ce que vous avez eu affaire au système de soins sur place ? Oui, alors j'ai testé justement le privé et le public. Dans les deux cas, j'ai vraiment été très bien prise en charge. Simplement, le privé est exorbitant. Le public est vraiment peu cher, entre 10 et 12 euros. Et c'est vraiment, on est très bien pris en charge.
En revanche, il est vrai que j'aime bien rentrer en France et puis faire mes petits checks chez mon médecin local ici, plutôt que d'avoir cette relation avec un médecin sur place à Hong Kong. C'est typique des expatriés français d'ailleurs qui, de dans nos revenir et de faire les statistiques, check-ups. consomment Oui, 40% de leurs dépenses de santé en France. C'est normal parce qu'on est sur des sujets parfois d'intimité et on a besoin d'avoir en face de soi quelqu'un en qui on a confiance et qui comprend l'ensemble de nos sujets. Gilles et Alexandre, vous êtes d'accord? Vous avez eu aussi l'expérience du système de soins sur place? Je suis tout à fait d'accord. J'ai une couverture médicale, mais j'ai testé les deux. Donc le système public fonctionne extrêmement bien. Pas trop de délai, de queue d'attente? Alors en effet, quand on est pris en charge en urgence ou ce genre de choses, aucun souci. Mais dès lors qu'on arrive à l'hôpital pour un bras cassé par exemple, et qu'il faut attendre quelques heures, on est content d'avoir une assurance médicale puisque derrière j'ai emmené ma fille à l'hôpital privé. Et avec une assurance médicale, tout est pris en charge en général. D'accord, très bien, merci beaucoup. On marque de nouveau une petite pause et on revient ensuite pour un sujet sur le coût et la qualité de vie sur place. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Hong Kong. Hong Kong est arrivé en tête du classement des villes les plus chères au monde pour se loger pour les expatriés. C'est le cas, Laura? C'est vrai que c'est pas donné. Bon, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Moi, je suis arrivée quand j'étais tout juste à la fin de mes études, donc j'ai pris l'option de la colocation. Je me suis dit que ça allait être un peu plus avantageux. Et puis, disons qu'après quelques années d'expérience, voilà, quand on a un travail sur place, eh bien, c'est quand même, le salaire est en fonction, donc on peut se payer un appartement ensuite. Bon, ça va rester hors de prix, mais les salaires. Quand on dit hors de prix, c'est combien déjà, ça ne va pas être très très grand. Donc, si on vise un 35 mètres carrés, on sera autour des 1200, 1600 euros entre les deux, voilà, en fonction de l'endroit. Et puis, si on a un walk-up building ou alors un étage très très haut avec une magnifique vue. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs standards. D'accord. Et la distance au centre-ville. Gilles et Alexandre, vous vivez où à Hong Kong, vous? Alors, j'ai fait le choix de m'installer sur une île. Tout d'abord pour l'environnement, puisque Hong Kong offre des logements à la fois en centre-ville ou des logements plus excentrés, sur des îles, près des montagnes, avec un accès à la nature et à des pistes de marche, ce genre de choses. Donc j'ai fait le choix d'une île qui se retrouve à une demi-heure du centre-ville. Et vous y allez comment au centre-ville? Alors oui, il faut prendre en effet un ferry pour se déplacer. On n'a pas trop le choix en la matière. Mais c'est une question d'habitude. Moi, j'ai toujours pris les transports en commun, donc une heure de transport. C'est bien desservi, que ce soit en bateau, en desservi. transport en commun. Hong Kong a un système de transport très performant et relativement abordable. Vincent, vous n'y vivez pas, mais vous y êtes allé. Est-ce que, quand je pense à Hong Kong, ça me donne l'impression d'une mégalopole vraiment grouillante de monde? C'est le cas? Oui, alors à nouveau le contraste, c'est-à-dire que vous avez le Hong Kong, la ville qui est impressionnante parce que vous n'avez que des buildings, vous voyez pratiquement pas le ciel, vous voyez pas la terre, vous voyez beaucoup de goudron, beaucoup de gens. C'est très, très dense, mais Hong Kong, c'est 65% de parcs nationaux, donc dès que vous sortez de la ville, c'est un bijou, c'est vraiment magnifique. Et donc c'est ce qui fait aussi, je pense, son attractivité pour les expatriés, parce que vous avez à la fois cette intensité sur la partie business qui vous rend vos journées plutôt passionnantes, notamment pour les entrepreneurs, et en même temps une qualité de vie le week-end qui est exceptionnelle, avec en plus un accès sur tellement de choses que, encore une fois, c'est presque sans limite. C'est vraiment une ville très passionnante. Il y a une chose qui à chaque fois m'étonne, moi, c'est le principe des taxis.
Donc quand vous prenez les taxis, je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais alors moi, à chaque fois, ça se termine avec le taxi driver qui prend mon GPS parce qu'ils n'en ont pas. Donc c'est quand même un peu étonnant. Et évidemment, c'est un des points un peu délicats. Quand vous avez une adresse écrite en chinois, vous ne pouvez que la montrer. Souvent, le taxi driver ne comprend pas trop. Donc pour être certain, vous lancez votre GPS et ça me fait rire parce qu'à chaque fois, ils finissent avec mon téléphone dans les mains. Je me dis, c'est marrant qu'aucun d'entre eux ne veuille investir dans un GPS. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas de chance ou si c'est bien la même chose pour vous, mais... Quand on connaît son adresse en ouais, cantonais, on peut dire, oui, ça aide un peu. Je suis à Hong Kong depuis 15 ans, donc j'ai tendance à bien connaître la route. À bien connaître la route, à parler un peu chinois avec le taxi ou tout simplement à marcher. Ouais. Je fais beaucoup de trajets à pied sur Hong Kong. Oui, alors ça monte énormément, donc pour ceux qui connaissent peu, ça peut être une petite surprise. Hein, quand on se dit, je vais le faire à pied, c'est pas tellement loin, on peut se retrouver dans certaines zones. Il faut avoir l'habitude de la température aussi. Exactement. Les choses peuvent se faire à pied ? Beaucoup de choses se font à pied. Sur Hong Kong Island, qui est donc l'endroit où la majorité des expatriés vont vivre, tout se fait à pied, c'est simple. C'est vraiment une ville où c'est pas très compliqué de se déplacer et en effet, les transports sont excellents. D'accord. On va parler un petit peu de l'offre culturelle sur place et on écoute tout de suite Marc Guillon qui nous explique pourquoi, selon lui, la ville attire autant de Français. Bonjour Paris. Alors on me demande souvent pourquoi il y a autant de Français à Hong Kong. C'est très difficile à dire, on pourrait passer des heures à en discuter. Je dirais 3 choses. La première, c'est que vous êtes bien accueillis. La deuxième, c'est que vous ne vous ennuyez jamais, il y a toujours quelque chose à faire à Hong Kong. La troisième, c'est un petit peu, parce que c'est le centre de l'Asie, c'est le centre du monde, du coup. Vous êtes bien accueillis parce que vous êtes bien accueillis en touriste, vous êtes bien accueillis en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Tout est possible à Hong Kong et les Hongkongais adorent les Français. Il y a des restaurants français partout, il y a de tout. Mais aussi, vous ne vous ennuyez jamais ici. Il y a toujours des événements, il y a beaucoup d'événements français, il y a des soirées, il y a de tout. Et la troisième, c'est parce que Hong Kong, c'est génial, c'est le centre de l'Asie. On parle anglais, on s'installe facilement, on reste ici facilement pour le long terme. Tout est possible. Beaucoup d'écoles françaises, beaucoup d'écoles internationales, beaucoup d'écoles locales. Vous faites ce que vous voulez à Hong Kong, vous voyagez partout en Asie, Thaïlande, Vietnam, Philippines, tout ce que vous voulez faire en Asie est possible à partir de Hong Kong. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Français qui viennent, parce qu'on y est heureux ici et on peut y rester. Alors Marc est très enthousiaste. Je crois que vous le connaissez, Laura, il fait partie de vos clients. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur l'offre culturelle proposée sur place ? Oui, je suis d'accord parce que quelle que soit votre passion, vos préférences, eh bien, je pense qu'on peut tous trouver une association, on peut tous pratiquer le sport qui nous passionne. Donc culturellement, il y a aussi énormément de choses à voir. Il y a récemment l'ancienne prison qui vient d'être rénovée, qui est donc maintenant un centre culturel avec plein d'exhibitions qui sont très intéressantes et qui changent régulièrement. Et puis tout au long de l'année, il y a des choses qui sont reliées à la culture française. Je pense notamment au French May, aussi au French Film Festival qui vient tout juste de se terminer. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées donc à la culture française. Et puis comme Marc le disait, il y a l'accès au sport. Il a l'air de justement en pratiquer là tout de suite. L'accès au sport, l'accès à la nature. On peut vraiment trouver ce qu'on a envie de faire sur place. D'accord. Qu'est-ce que le French May ? Laura l'a évoqué, mais c'est un festival Le French May est organisé par une association culturelle à Hong Kong depuis plus de 25 ans. Ils ont fêté leurs 25 ans il y a 2 ans, je crois. Ils organisent pendant le mois de mai un festival culturel où ils font venir des artistes de France, que ce soit... l'art français, ça peut être du cinéma, de la musique, de l'opéra, des exhibitions de peinture, des rétrospectives. Le French Gourmet, ils font venir aussi des restaurateurs ou ce genre de choses. Française sur place à travers... C'est l'événement culturel français par excellence à Hong Kong et attendu tous les ans. Le Ciné-Panorama français que mentionne Laurie est organisé par l'Alliance française. Tous les ans au mois de novembre, un mois de festival de films français qui permet de découvrir beaucoup de films français en avant-première. Et enfin, la première association culturelle organise maintenant aussi le Festival des Lumières, a importé le Festival des Lumières de Lyon à Hong Kong, où la seconde édition aura lieu cette année
aussi, je crois, au mois de novembre. D'accord. L'émission touche à sa fin. J'aimerais qu'on fasse un tour de table et que vous vous adressiez chacun aux personnes qui nous regardent. Vincent, qu'est-ce que vous dites aux Français qui veulent s'installer à Hong Kong ? Je leur dis que c'est une très belle idée, d'abord parce que je pense qu'ils sont très heureux d'aller découvrir cette zone qui est incroyablement différente de ce qu'on peut connaître dans l'Occident et en même temps très accessible parce que moderne comme on vient de la décrire. C'est un devoir de faire justement un devoir de conseil en disant écoutez, prenez le temps avant de partir de penser à votre sujet de la protection sociale. C'est pas ce qu'il y a de plus fun quand on veut partir, mais encore une fois, partir bien protégé, c'est aussi l'assurance de passer une très belle expérience à l'étranger. Merci. Laura. Alors moi, je conseille à tout le monde de sauter le pas parce que vraiment, c'est dépaysant sans trop l'être. Et j'ai réussi à convaincre quelques amis, dont mon meilleur ami, à venir à Hong Kong et je pense que personne ne le regrette. Merci. Julie Alexandre, un dernier mot. Effectivement, Hong Kong a cet avantage d'être le pont culturel entre la Chine et l'Occident, avec l'anglais étant langue officielle, ce qui permet de venir avoir un goût de la Chine tout en étant dans un environnement un peu plus international. Donc effectivement, une bonne porte d'entrée culturelle et économique vers la Chine et le reste de l'Asie. D'accord, donc ne pas hésiter. Merci beaucoup. Restez connectés, les 24 heures chrono de l'international, ça continue avec la ville de Casablanca.